Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez notre émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est d'aimer cette émission, de la regarder et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, le professeur Fouad Izzadi. Le professeur Fouad Izzadi est professeur à l'université de Téhéran, en Iran. Professeur Izzadi, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Si nous pouvions commencer par une idée générale de l'intensité des bombardements israéliens sur l'Iran. Nous avons entendu parler de frappes sur des sites nucléaires, des sites militaires, d'assassinats de hauts dirigeants, puis d'une escalade vers des attaques contre les infrastructures énergétiques. Et dernièrement, on entend aussi parler d'attaques contre les diffusions des médias d'État iraniens. Il est important de ne pas tomber dans la propagande occidentale et sioniste qui exagère l'ampleur de ces attaques, mais aussi de ne pas minimiser la réalité sur le terrain. Pouvez-vous nous donner une idée de la situation réelle en Iran? Nous avons eu plus de 300 morts civiles. Ils frappent des hôpitaux, ils frappent des écoles, ils frappent des citoyens ordinaires. Et puis il y a des voitures piégées. Des agents du Mossad ont infiltré Téhéran et plusieurs autres villes. Ils mènent toutes sortes d'activités terroristes. C'est donc très étendu, les dégâts sont considérables et le nombre de personnes tuées, y compris des femmes et des enfants, est assez élevé. Il s'agissait d'une attaque non provoquée. Nous étions en pleine négociation. La prochaine série de négociations devait avoir lieu à Oman dimanche. La partie américaine, Steve Witkoff, avait annoncé que cela se tiendrait à Oman dimanche. Et puis ils ont attaqué. Aujourd'hui, c'est avant la prochaine série de négociations prévue vendredi. C'était intentionnel. C'était une opération de tromperie. Ils voulaient que la partie iranienne pense que tant qu'il y aurait des négociations, il n'y aurait pas d'attaque. Ils voulaient donc organiser une attaque surprise. Et ils ont réussi. C'était une attaque surprise. Les gens s'attendaient à une confrontation militaire si les pourparlers échouaient. Et Trump était très impliqué dans tout cela. La première vague d'attaque a eu lieu vendredi à 3h30 du matin. Et juste quelques heures avant, Trump avait tweeté son optimisme quant au succès des négociations. Et il était au courant de tout cela. Nous avons eu un article du Wall Street Journal qui a utilisé le mot tromperie pour qualifier cette opération. Trump savait qu'il allait y avoir une attaque. Et après l'attaque, il a déclaré que c'était excellent. Il était vraiment impliqué dans cette affaire. Il l'est toujours. Ainsi, l'Iran subit une attaque militaire qui était une surprise. Et les gens commencent à être inquiets. Pouvez-vous parler de la façon dont les Iraniens perçoivent le rôle des États-Unis dans cette affaire? Car il y a énormément de spéculations, même au sein des médias occidentaux, sur le rôle des États-Unis. Il ne fait aucun doute que les Américains ont fourni ou collaboré à toutes sortes de renseignements, d'interceptions de missiles et de drones qui ont été une réponse iranienne, mais il y a beaucoup de spéculations sur leur participation très directe et étendue à l'avenir. Un sujet particulièrement discuté en ce moment dans le New York Times est de savoir si les États-Unis donneraient aux Israéliens le Massive Ordnance Penetrator, les bombes anti-bunker transportées par les bombardiers B-2 pour bombarder le site nucléaire iranien. Comment les Iraniens perçoivent-ils la participation des États-Unis? Vous savez, les Israéliens n'auraient pas pu faire cela sans l'aide des États-Unis. Les attaques proviennent généralement de chasseurs.
Les chasseurs ont besoin d'être ravitaillés en carburant sur le chemin du retour vers leur base en Palestine occupée, afin d'avoir assez de carburant pour atteindre la frontière iranienne et pénétrer en Iran. Mais s'il n'y a pas de ravitaillement au retour, ils ne pourront pas atteindre leur destination. Et ce sont les Américains qui fournissent ce service, en plus du fait que les missiles, la technologie, le renseignement, la logistique, ainsi que le soutien politique et la propagande viennent tous des États-Unis. Les Israéliens ne pourraient pas mener une attaque d'une telle ampleur sans le soutien direct des États-Unis. Donc, M. Trump est responsable de chaque mort de femmes et d'enfants en Iran que nous avons subi. Quelle sera la position de l'Iran à l'avenir en ce qui concerne l'engagement avec les États-Unis? Parce qu'il est aussi question de discussion sur des discussions avec les États-Unis. Il y a des informations selon lesquelles le président Trump aurait envoyé J.D. Vance et Steve Woodcock pour reprendre les pourparlers. Bien sûr, personne ne sait quelles seraient les conditions des négociations. Vont-ils s'en tenir à cette approche insensée d'enrichissement zéro, ou bien y aura-t-il des discussions sur un cessez-le-feu qui poserait les bases de nouveaux cycles de négociations sur l'énergie nucléaire? Mais quelle serait l'approche iranienne pour traiter avec les États-Unis? Vous savez, nous étions en pleine négociation, puis l'attaque a eu lieu, et Trump a tweeté qu'Israël avait attaqué les personnes avec qui nous négocions. Il a dit en fait qu'Israël avait tué les personnes avec qui je négociais, ce qui est vrai, car le ministre iranien des Affaires étrangères assistait à des réunions à Oman. Il retournait ensuite à Téhéran. Il y avait un comité qui supervisait ce processus de négociation, et plusieurs chefs militaires faisaient partie de ce comité, y compris les personnes qui ont été tuées. Donc quand on pense pouvoir tuer les négociateurs de l'autre camp, puis parler à nouveau de négociation, ce n'est pas acceptable. Ce que veulent les États-Unis, ce n'est pas une négociation. Ils veulent une reddition. Ils veulent envoyer Steve Witkoff avec un document, et ils veulent que les dirigeants iraniens se rendent aux États-Unis. Et je ne pense pas que les Iraniens vont faire cela, parce que ce qu'ils veulent, c'est, ils disent que vous ne devriez pas avoir d'armes nucléaires, ce qui est compréhensible. Ensuite, ils disent d'accord, si vous avez de l'enrichissement à n'importe quel niveau, même à faible niveau, alors vous pourriez fabriquer une arme nucléaire. Et puis ils disent que si vous avez des missiles balistiques, alors vous pourriez être en mesure de livrer ces armes nucléaires. Et c'est ce que Netanyahou a dit il y a quelques jours. Il veut non seulement aucun enrichissement, il veut s'assurer que l'Iran ne dispose pas de cette capacité de missiles balistiques. Et c'est ce qui s'est passé avec la Libye. La Libye est passée sous le MTCR, le régime de contrôle de la technologie des missiles, qui limite la capacité de missiles balistiques d'un pays à moins de 300 km. Et ensuite, ils avaient un programme nucléaire initial. Il a abandonné cela, puis ils ont attaqué la Libye. Et vous voyez ce qui est arrivé à la Libye par la suite. Et les Américains ont dit qu'ils voulaient répéter ce modèle libyen pour l'Iran. Il serait donc insensé pour les responsables politiques iraniens de prendre la Libye comme modèle à cause de ce qui s'est passé. Le problème n'est donc pas le programme nucléaire iranien. Je vous suggère, après l'émission, d'aller, vous et vos téléspectateurs, sur le site du directeur du renseignement national. C'est l'organisme qui dirige la communauté du renseignement américaine. Ils ont publié un rapport il y a environ 3 mois. Avril Haines, qui est la directrice du renseignement national, a présenté ce rapport à la commission du renseignement du Sénat américain. Dans ce rapport, 3 points sont évoqués concernant le programme nucléaire iranien. La première chose que dit le rapport, c'est le consensus de la communauté du renseignement américaine
c'est que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. C'est vrai. La deuxième chose, c'est que l'Iran n'a pas de programme d'armement nucléaire. C'est la communauté du renseignement américaine qui le dit. Et la troisième chose, c'est que les dirigeants iraniens n'ont pas décidé de lancer un programme d'armement nucléaire. Donc ils le savent déjà. Netanyahou le sait, Trump le sait, il n'y a pas de programme d'armement nucléaire. Mais ils veulent utiliser ce prétexte pour pouvoir attaquer l'Iran parce qu'ils veulent un changement de régime. C'est ça le véritable objectif. Netanyahou, il y a 2 ou 3 jours, a adressé un message au peuple iranien, leur demandant de descendre dans la rue. Et je pense qu'ils veulent transformer l'Iran en un État failli, comme ils l'ont fait en Libye. Donc, ils ne veulent pas remplacer le gouvernement actuel par un autre gouvernement. Ils veulent renverser le gouvernement iranien. Ils s'intéressent à la désintégration de l'Iran. Par exemple, ils veulent prendre le contrôle des régions riches en pétrole de l'Iran, contrôler cela, et ensuite les autres parties n'auraient plus de ressources. C'est l'objectif ultime, mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Alors ils disent qu'ils sont inquiets du programme nucléaire iranien. Et l'Iran ne peut pas suivre cette voie, car si l'Iran n'avait pas de missiles, les attaques seraient bien plus sévères. Il y aurait déjà des troupes américaines dans le pays. Ils attaqueraient l'Iran, mais l'Iran répond. Et la réponse de l'Iran n'est pas faible. Un pays ne peut pas être sans défense, et c'est ce qu'ils veulent de l'Iran. Et ce qu'ils veulent de l'Iran, c'est, disent-ils, prendre le contrôle de votre pays. Mais nous avons quelques problèmes avec votre capacité militaire. Alors donnez-nous cette capacité militaire. C'est ce qu'ils demandent aux Iraniens de faire. Et personne ne ferait cela en Iran. Et quand ils parlent de canaux de négociation, de tables de négociation, toutes ces choses, on ne tire pas sur la personne assise de l'autre côté de la table de négociation. C'est ce qu'ils ont fait. Donc les dirigeants iraniens ne sont pas si naïfs. Ils n'accepteront pas ce genre de choses. Ce que l'Iran doit faire, c'est ce qu'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Tant que les Israéliens attaquent, l'Iran répondra. S'ils arrêtent, l'Iran arrêtera. Et maintenant, nous connaissons beaucoup mieux la nature de l'autre camp. Ils ne seront plus pris par surprise. Les Iraniens doivent compter sur eux-mêmes. Il y a ici une résistance culturelle. Lorsque Netanyahou, il y a 2 jours, a demandé aux Iraniens de descendre dans la rue, ils sont sortis contre lui. Il y a donc ce sentiment de se rassembler autour du drapeau. Nous avons ici des gens qui n'aiment pas le gouvernement, mais qui aiment leur pays. De la même manière, les Indiens aiment l'Inde, les Pakistanais aiment le Pakistan, les Iraniens aiment l'Iran, et ils ne veulent pas que leur pays soit détruit. Ils savent que nous avons un président réformateur. C'est une administration réformatrice. Ils étaient très intéressés par des discussions, par l'obtention d'un accord quelconque. Donc lorsqu'ils voient ce qu'ils voient, ils en tiennent les États-Unis pour responsables. Ils blâment Trump et ils se rassemblent derrière le gouvernement, ce qui est l'opposé de ce que l'autre camp voulait voir. Voilà donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et il y a cet effet de rassemblement autour du Fair Wasserfor qui est très visible en Iran. Ce que vous dites, c'est que les négociations sur le nucléaire sont en réalité un leurre. Car ce que les sionistes et les néoconservateurs exigent, ce n'est pas simplement d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, ce à quoi l'Iran s'est déjà engagé, mais c'est en fait de demander à l'Iran d'abandonner ses programmes de missiles balistiques, de renoncer à sa sécurité énergétique, et ainsi de suite. Si c'est le cas, il est assez évident que cela est principalement motivé par Israël. Si vous pouviez nous expliquer, pourquoi Israël tient-il tant à cette opération de changement de régime en Iran? Est-ce principalement à cause du soutien que l'Iran apporte à l'axe de la résistance, qui inclut le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban?
Le principal problème auquel les Israéliens sont confrontés est le soutien de l'Iran à la cause palestinienne. En fait, cela fait des décennies que les politiciens américains disent à l'Iran que s'il cesse de soutenir la cause palestinienne, toutes les sanctions seront levées. Vous serez accueillis dans l'économie internationale orientée vers l'Occident. Tous vos problèmes disparaîtront. Et les dirigeants iraniens ont résisté. L'une des raisons tient à la nature du gouvernement iranien. C'est un gouvernement islamique. Et dans un gouvernement islamique, lorsqu'on est témoin d'un génocide, on ne peut pas simplement regarder sans rien faire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un gouvernement islamique. Un gouvernement laïque peut aussi être indigné face à un génocide. Vous pouvez aussi avoir un gouvernement islamique et détourner le regard. Les gouvernements islamiques ne peuvent pas détourner le regard. Nous avons certains pays à majorité musulmane où les dirigeants sont musulmans, mais ils ne suivent pas les enseignements islamiques. Ainsi, la raison pour laquelle l'Iran soutient la cause palestinienne, il y a une dimension islamique, une question religieuse. Bien sûr, c'est aussi une question humaine, une question d'humanité. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'être musulman, arabe ou iranien pour soutenir la cause palestinienne. On peut venir d'Inde, être hindou et soutenir la cause palestinienne. C'est donc une question d'humanité. Et il y a aussi des enjeux géopolitiques. Et les Iraniens ont compris que si vous avez un régime génocidaire, tôt ou tard, s'il ne s'en prend pas à vous maintenant, il le fera plus tard. Et cette analyse s'est révélée exacte. On ne peut donc pas simplement attendre que cela se produise. Il faut résister. C'est comme vivre dans un quartier où il y a un tueur de masse et où il n'y a pas de police. On ne peut pas être en sécurité dans une telle ville. C'est ce que nous avons au Moyen-Orient. Nous avons des tueurs de masse dans le voisinage et ils se livrent à des carnages et à des génocides. S'il y a un gouvernement indépendant d'esprit, et le gouvernement iranien l'est, alors il ne peut pas ne pas être préoccupé par ce qu'il voit. Ainsi, les responsables du gouvernement iranien ont décidé il y a plusieurs décennies, dès 1969, lors de la révolution islamique, que le soutien à la cause palestinienne serait l'un des principes fondamentaux de la politique étrangère de l'Iran. Ils l'ont fait sous pression, et ils continueront à le faire. L'Iran va subir des dommages. L'Iran est déjà gravement touché. Il va l'être encore davantage. Mais il n'y a pas d'autre choix que de résister. Il existe donc cette culture de la résistance. Il faut résister, car si vous vous rendez à l'autre camp, alors vous deviendrez la Libye, vous deviendrez la Syrie, et cela n'arrivera pas à l'Iran. Quel est votre sentiment concernant le monde arabe, maintenant que le centre de gravité s'est déplacé vers les monarchies du Golfe? Quelle est, selon vous, leur position dans ce conflit? Étant donné que si la Palestine reste le principal problème dans cette équation, alors le monde arabe a, du moins en apparence, longtemps prétendu être le leader du nationalisme palestinien. Autrefois, c'était l'Égypte et la Syrie, mais plus tard, l'Arabie saoudite et d'autres sont entrés en jeu et se sont disputés le leadership. Mais si la Palestine est la raison principale, alors il devrait se ranger du côté de l'Iran. Ils ne le sont pas. Le plan que Trump suit, Witkoff a donné une interview il y a quelques semaines et il l'a répété, c'est ainsi qu'ils perçoivent le Moyen-Orient. Ils considèrent ces monarchies arabes comme des vaches à lait. Les États-Unis sont un pays en déclin. Ils ont besoin d'argent. Et où trouve-t-on de l'argent? Il y en a en Chine, mais les dirigeants chinois ne sont pas des vaches à lait. Il y en a dans la partie sud du Golfe Persique. Et ces gouvernements sont historiquement des États clients des États-Unis. Donc ils veulent récupérer leur argent et ils veulent l'hégémonie israélienne dans cette région du monde. Ainsi,
Vous avez la technologie israélienne, le savoir-faire israélien. Vous avez l'argent des monarchies arabes, qui n'est en réalité pas leur argent, mais celui du pays. Mais c'est ainsi que fonctionnent les monarchies arabes. Je pense que la richesse du pays est considérée comme leur propre richesse personnelle. Donc vous avez la technologie israélienne, l'argent des monarchies arabes, et dans ce contexte, il est possible de gagner beaucoup d'argent. Il y a un problème. Le problème, c'est que nous avons des Palestiniens qui veulent récupérer leurs terres et qui résistent à l'occupation. Ils subissent des politiques génocidaires depuis 19 mois et continuent de résister. Et puis, il y a un État qui soutient la cause palestinienne, à savoir l'Iran. Donc le plan, c'est que tant qu'il y aura l'Iran, il y aura un soutien à la Palestine. Donc pour résoudre le problème, il faut se débarrasser du gouvernement iranien. Il faut désintégrer le pays, car on ne pourra jamais faire confiance au prochain gouvernement. Donc il faut s'assurer que l'intégrité territoriale de l'Iran disparaisse. Ensuite, une fois que vous vous êtes occupé de l'Iran, les Palestiniens n'ont plus de soutien. Vous pouvez alors les expulser, les plans auxquels ils réfléchissent, les pousser ailleurs, prendre le contrôle de Gaza, puis vivre heureux pour toujours. Il n'y a plus d'Iran, il n'y a plus de problème palestinien. Vous pouvez simplement profiter de l'argent arabe, gagner beaucoup d'argent, et tout ira bien. Voilà le plan qu'ils ont. Ils ont utilisé différentes méthodes pour parvenir à ce plan. Ils ont sanctionné l'Iran, des sanctions lourdes, une forte propagande contre l'Iran, et rien n'a fonctionné. Donc l'étape suivante consiste à voir s'ils peuvent renverser le gouvernement par la force militaire. Et c'est ce qu'ils font en ce moment même. Si vous pouviez nous donner une idée de l'unité à l'intérieur de l'Iran, ce serait utile, étant donné qu'il y a tellement de propagande occidentale sur le caractère prétendument divisé de l'Iran, sur l'illégitimité de ce soi-disant régime, comme ils l'appellent. Je pense que c'est très important. Et étant donné qu'Israël et les États-Unis ont toujours exploité les divisions internes des nations, les divisions entre Benghazi et Tripoli en Libye, les divisions entre chiites et sunnites en Irak, les divisions en Syrie, ces divisions ont été largement exploitées dans leurs opérations de changement de régime. Et il y a beaucoup de hasbara concernant les divisions internes en Iran. On entend à peine parler de ce qui fait du gouvernement iranien un gouvernement populaire, ou s'il y a des préoccupations, de la nature de ces préoccupations. Ce serait très intéressant. Vous savez, je ne pense pas que vous trouverez un historien sérieux de l'Iran qui ne vous dira pas que la révolution de 1969 a été une révolution très populaire, renversant un gouvernement fantoche des États-Unis. Le Shah est arrivé au pouvoir en 1953 grâce à un coup d'État américano-britannique. Donc tout le monde sait que cette révolution a été l'une des plus grandes révolutions populaires du XXe siècle. Au fil du temps, avec les sanctions imposées très tôt par les États-Unis, parce qu'ils n'aimaient pas voir leurs marionnettes être chassées du pouvoir, ils ont ensuite réussi à pousser Saddam à attaquer l'Iran. À cette époque, ils soutenaient Saddam, si vous vous souvenez. Ils lui fournissaient des armes, de l'argent, des renseignements. Donc à mesure que la pression sur l'Iran augmentait, certaines personnes ont commencé à se lasser de cette pression. Vous savez, certains ont plus de résistance, d'autres ont moins de capacité à résister. Il y avait donc du mécontentement ici et là, et cela a grandi avec le temps après la Révolution. Il y avait des gens qui étaient mécontents. Et aujourd'hui, oui, il y a des personnes qui n'aiment pas le gouvernement actuel. Mais ce que Trump et Netanyahou ont fait, c'est créer cette unité nationale. Car même ceux qui n'aiment pas le gouvernement ne veulent pas que leur pays se désintègre.
Ils ne soutiennent pas tous ces plans à orientation sioniste, vous savez. Ils veulent préserver l'intégrité territoriale de leur pays, peu importe qui est au pouvoir. Ils ne veulent perdre aucune partie de l'Iran. J'ai une de mes proches qui n'aime pas le gouvernement. Elle prévoyait de quitter Téhéran aujourd'hui parce qu'il y a des bombardements tout le temps. Donc elle comptait partir aujourd'hui. Je l'ai appelée pour savoir si elle était bien arrivée. Et elle m'a dit qu'elle avait finalement décidé de ne pas partir. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu qu'elle avait vu un tweet de Trump disant aux Iraniens de quitter Téhéran. Alors elle a dit, je n'écouterai pas Trump. Donc il y a cette résistance, cette culture de la résistance. Et si le pays a réussi à survivre, malgré toutes ces lourdes sanctions, ces sabotages et ces assassinats, vous savez, ce n'est pas la première fois que des scientifiques iraniens sont assassinés, c'est grâce à cette culture de la résistance. Nous avons la télévision iranienne, et puis il y a quelques concurrents à l'extérieur de l'Iran. L'un s'appelle Iran International, qui est financé par Netanyahou. Ils ont cette chaîne de propagande 24 heures sur 24. Et puis il y a BBC Persia, ce sont les deux principaux concurrents. Et les Israéliens ont décidé d'éliminer la concurrence en attaquant une chaîne de télévision. Plus tard, pendant que vous montrez cette émission, j'espère que vous pourrez insérer cet extrait de la dame. Bien sûr, vous ne parlez pas le farsi, donc je vais la traduction pour vous. Donc elle entend le bruit d'un missile qui arrive, parce qu'elle dit que c'est le son d'une agression. Donc elle entend le missile, et elle ne se lève pas, elle reste assise. Elle ne se lève qu'après que le missile a frappé le bâtiment. Vous savez, quand un missile arrive, on peut l'entendre, puis il faut quelques secondes avant qu'il ne touche réellement. Donc, elle se lève après que le bâtiment a été touché, et vous avez cette situation, elle se lève à ce moment-là. Je la connais personnellement, elle a 2 jeunes filles, et c'est la présentatrice la plus populaire de la télévision iranienne. C'est la nature des gens. Elle sait qu'elle peut être tuée dans quelques secondes, et elle ne court pas se mettre à l'abri. Elle est très courageuse. Et cette culture de la résistance n'est pas seulement devant la caméra, elle fait partie du tissu de la société. Et la longue histoire de la culture de la résistance en Iran ne commence pas en 1969. Il y a une histoire bien plus ancienne qui remonte à la bataille de Karbala, à l'imam Hussein, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Vous savez, la majorité des Iraniens sont des musulmans chiites, environ 90%. Il y a donc cette unité religieuse, contrairement à l'Inde, qui compte de nombreuses religions et de nombreux groupes différents. L'immense majorité des Iraniens partagent la même religion. Et c'est la leçon qu'ils ont tirée de l'imam Hussein. S'il y a de la tyrannie, il faut s'y opposer. Et si cela conduit à devenir martyr, qu'il en soit ainsi. Au mois de Muharram, pendant l'Akoura, lors des cérémonies commémorant la vie de l'imam Hussein, ce message est répété chaque année pour les citoyens ordinaires. Cela fait désormais partie de la culture iranienne. Même certaines personnes qui ne sont pas religieuses sont encore marquées par cet esprit de résistance. Et cela a fait de l'Iran le premier pays musulman à réussir à chasser les Américains. Nous avons eu des tentatives en Égypte, par exemple, mais ils ont eu un gouvernement indépendant pendant quelques années, puis il y a eu un coup d'État réussi. Donc l'Iran a été le seul pays musulman à y parvenir. Le Yémen résiste aussi à la pression, et il est également influencé par cet esprit de Karbala. Le gouvernement actuellement à Sanaa partage la même conviction. C'est donc important. L'histoire est importante. La religion est importante. Le contexte est important. Et c'est quelque chose que Trump et Netanyahou ne semblent pas comprendre.
car plus on met la pression sur les Iraniens, plus ils deviennent résilients, et ils vont la prendre à leurs dépens. Ils vont échouer. Cette politique d'agression contre l'Iran va échouer. Il y a des décennies, lorsque les prédécesseurs de Trump menaient des opérations de changement de régime en Irak, beaucoup de leurs dirigeants sont allés en Irak et ont découvert qu'il existait des personnes appelées chiites et sunnites. Il n'est donc pas surprenant de dire que Trump et ses associés ne comprennent pas ces histoires, car je ne pense pas qu'ils aient jamais lu l'histoire de l'Asie occidentale. Professeur Izadi, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur l'ampleur et la nature de la réponse iranienne? Nous avons bien sûr lu des rapports sur l'attaque de Haïfa en Israël, les attaques de drones et de missiles en général, ainsi que la raffinerie de Haïfa. Mais si vous pouviez nous donner une meilleure idée de l'ampleur réelle, étant donné que les médias israéliens comme occidentaux ont généralement exagéré les attaques en Iran et minimisé ou passé sous silence les attaques ou réponses en Israël, ce serait très utile. Vous savez, tout cela a commencé il y a environ 2 ans, lorsque les Israéliens ont attaqué l'ambassade iranienne à Damas, et ils en ont revendiqué la responsabilité. La première riposte iranienne a donc eu lieu après cette attaque. Elle a été assez limitée, et cela s'est arrêté là. La deuxième riposte est survenue après l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, alors qu'il était invité en Iran, et ils l'ont tué ici. C'était la deuxième riposte, elle était limitée. Puis les Israéliens ont attaqué de nouveau. Les Israéliens ont attaqué des sites radars iraniens, certains sites militaires. Et naturellement, on s'attendait à une troisième riposte. Après la troisième attaque israélienne, les gens pensaient que l'Iran allait réagir. Et l'Iran ne l'a pas fait. L'Iran ne l'a pas fait. Et la raison en était qu'il ne voulait pas aggraver la situation. Certains pourraient, avec le recul, dire que c'était une erreur, qu'ils auraient dû répondre la troisième fois aussi. Mais le gouvernement iranien ne l'a pas fait, jusqu'à vendredi, lors de la 4e série d'attaques. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que si Israël ne s'arrêtait pas, l'Iran ne s'arrêterait pas non plus. Même aujourd'hui, l'Iran ne veut pas continuer. Et si vous remarquez, le premier jour de la riposte iranienne a été limité. Au fil des jours, à mesure que la pression augmentait et que le nombre de cibles s'accroissait, la riposte de l'Iran s'est intensifiée. Il y a donc cette décision à prendre pour s'assurer que la réponse de l'Iran soit proportionnée. Et s'ils arrêtent, l'Iran arrêtera. L'Iran n'a pas d'autre choix que de réagir, car s'il n'y a aucun coup à attaquer l'Iran, alors vous verrez un autre Gaza. Pourquoi avons-nous un génocide à Gaza? Parce que les forces de résistance palestiniennes n'ont pas été capables d'infliger suffisamment de douleur et de pression aux Israéliens pour qu'ils cessent leurs attaques. C'est ainsi que le génocide à Gaza a eu lieu. L'Iran ne veut donc pas voir Téhéran devenir un autre Gaza. Et cela continuera. Le nombre de missiles balistiques iraniens est satisfaisant. Ce n'est pas illimité, mais la quantité est bonne. Et puis il y a toutes ces bases américaines autour de l'Iran, qui sont très proches en termes de distance. Il y en a un certain nombre, juste sous le regard du golfe Persique. Et il y a des gens en Iran qui disent que l'Iran devrait en fait frapper les bases américaines. Parce que Netanyahou comprend 2 choses. Premièrement, il comprend le langage de la force. Deuxièmement, il doit écouter les Américains parce qu'ils lui fournissent tout. Donc ceux qui soutiennent que l'Iran devrait frapper les bases américaines avancent que, puisque les États-Unis sont impliqués dans cette guerre, d'abord c'est justifié. Et ensuite, si Trump voit qu'il entre dans une nouvelle guerre, vous savez, il avait promis d'être le candidat de la paix.
Il accusait Kamala Harris de déclencher la Troisième Guerre mondiale si elle était élue. Donc l'idée, c'est qu'ils doivent payer le prix. Les Américains doivent payer le prix. Cela mettrait une pression politique sur Trump. Les personnes qui ont voté pour lui ne voulaient pas qu'il... Vous avez vu les interviews et les tweets de Tucker Carlson. Il représente une grande majorité des électeurs de Trump. Ils n'ont pas voté pour Trump pour qu'il soit une marionnette de Netanyahou. Il avait promis de ne pas s'engager dans de nouvelles guerres, surtout au Moyen-Orient, et c'est ce qu'il fait. Donc c'est une option que l'Iran a. Et je pense que l'Iran utilisera cette option, surtout si les États-Unis s'impliquent officiellement. Aujourd'hui, officiellement, ils ne sont pas impliqués, mais s'ils s'impliquent officiellement, l'Iran utilisera cette option. Et il est très difficile d'intercepter des missiles balistiques lorsqu'ils frappent une cible située à 200 km. La Palestine occupée est loin de l'Iran, donc ils ont un certain temps pour suivre ces missiles et en désactiver certains. Voilà ce que l'Iran possède à cause des sanctions. L'Iran n'a pas de véritable force aérienne. Le pays a une limitation en matière de puissance aérienne. Donc ce que l'Iran a, ce sont ses missiles balistiques et la culture de la résistance. Ce sont les deux choses que possède l'Iran. Et toute l'idée est que le pays peut résister et il n'y a pas d'autre choix quand on est attaqué. La seule option qu'on a, c'est de répondre. Je suppose qu'il y a encore une chose que l'Iran possède et devrait posséder, en plus de la culture de la résistance et des missiles balistiques, ce sont ses alliés. Et étant donné que ce sont les États-Unis qui soutiennent fermement le régime sioniste, il est d'autant plus important pour l'Iran de bénéficier d'un appui solide de la part de la Russie et de la Chine en particulier, mais aussi, on peut penser au Pakistan et à d'autres pays. Pouvez-vous parler de la confiance de l'Iran quant au soutien de la Russie et de la Chine, et quelle pourrait être la nature et l'ampleur de ce soutien si la situation continuait à dégénérer? Vous savez, si Gaza est une indication, ni la Russie ni la Chine n'ont vraiment agi face au génocide à Gaza. Il n'est pas dans l'intérêt de la Russie et de la Chine que l'Iran devienne un autre suiveur ou pantin des États-Unis. Ce n'est pas dans leur intérêt. La Chine obtient environ 40 à 50% de son énergie du Golfe Persique. Tous les pays entourant le Golfe Persique sont sous l'influence des États-Unis, à l'exception de l'Iran. Donc, que tous les pays soient alignés sur la politique étrangère américaine n'est pas bon pour la Chine. Et vous savez, j'enseigne à l'université de Téhéran et nous avons toujours soutenu le renforcement des relations entre l'Iran, la Russie et la Chine. Mais c'est un thème dont nous parlons toujours. Et je pense que c'est le bon moment pour que la Russie et la Chine soutiennent réellement l'Iran de manière plus forte. Mais vous savez comment fonctionne la politique internationale. Parfois, les dirigeants ne réalisent pas ce qu'ils doivent faire au moment où ils doivent le faire. Donc, l'Iran ne va pas faire de plan en partant du principe que la Russie et la Chine viendront l'aider. Je crois donc que les dirigeants iraniens anticipent en supposant que cette aide ne viendra pas. Mais ce qui est, à mon avis, très important, ce n'est pas le soutien des entités gouvernementales officielles, mais celui des citoyens ordinaires du monde entier. De la même manière que la Palestine a été soutenue, je pense que ce soutien doit aussi être manifesté envers l'Iran. Le soutien populaire parmi les citoyens ordinaires, la base. L'Iran souffre à cause de son soutien à la Palestine. Et si vous soutenez la cause palestinienne, c'est peut-être le bon moment pour soutenir l'Iran. Il y a eu beaucoup de propagande contre l'Iran au cours des dernières décennies. Nous avons eu ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, quelque chose comme ça,
qui essayait de dire que l'Iran opprime ses citoyens. Ce n'est pas vrai. Les femmes iraniennes sont représentées par la femme que vous avez vue résister aux missiles israéliens. Voilà ce que sont les femmes iraniennes, fortes, courageuses, elles ne se laissent pas intimider. Donc je pense que le soutien populaire est important. L'Iran n'attend pas de soutien des gouvernements. Mais l'Iran espère obtenir ce soutien populaire venant des citoyens ordinaires. Si Netanyahou parvient à atteindre ses objectifs avec l'Iran, cela signifiera la fin de la Palestine. Le génocide continuera et ils mettront à exécution les plans qu'ils ont déjà annoncés en expulsant les Palestiniens de Gaza. Et si les Américains parviennent à gagner cette guerre, je pense que la Chine sera la prochaine. C'est la raison pour laquelle la Chine devrait en faire davantage. Et s'ils parviennent à gagner cette guerre, ce sera un revers pour l'humanité. Car si des personnes génocidaires peuvent réussir dans leurs projets génocidaires, ce ne sera pas bon pour l'humanité. Espérons que nous aurons à la fois le soutien de certains gouvernements plus indépendants et celui des citoyens ordinaires. Étant donné que vous avez affirmé que le soutien populaire à travers le monde est absolument essentiel pour arrêter cela, pourriez-vous nous parler un peu de la propagande occidentale? Le G7 vient de réitérer la position occidentale classique selon laquelle Israël a le droit à la légitime défense, présentant cette attaque non provoquée comme si elle relevait de la défense d'Israël. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a également répété le récit sioniste, selon lequel tout cela serait un acte de légitime défense de la part d'Israël. Étant donné qu'un grand nombre de téléspectateurs occidentaux regardent nos émissions en tant qu'Iraniens, que diriez-vous à nos téléspectateurs en Occident dont les gouvernements et les médias ont mené cette propagande atroce en leur nom? Vous savez, faites ce que vous faites pour la Palestine. Je pense que nous avons cet axe de la résistance. L'Iran a l'honneur de soutenir cet axe de la résistance. Sans le soutien de l'Iran, je pense que la cause palestinienne aurait été abandonnée il y a de très nombreuses années. Et la raison pour laquelle les gens soutiennent la Palestine, c'est parce qu'ils s'opposent à l'occupation. Ils s'opposent au meurtre de personnes innocentes. Ils s'opposent au colonialisme de peuplement. C'est pour cela que les gens soutiennent la Palestine. Et toutes ces raisons s'appliquent aujourd'hui à l'Iran. Nous avons ici des civils, nous subissons cette attaque non provoquée. Et l'Iran fait partie de ce mouvement de résistance. Donc, nous n'attendons pas grand-chose. Vous savez, les gens sont occupés. Mais s'ils peuvent faire pour la Palestine ce qu'ils font, et inclure l'Iran dans ces événements et activités, ce sera positif. Et nous tiendrons bon, nous sommes habitués à ce genre de pression. C'est pour cela qu'il existe cette culture de la résistance. Mais si les Iraniens voient que des personnes en dehors de l'Iran se rangent de leur côté, ils savent déjà que les gouvernements occidentaux soutiendront Israël. Ils ont été témoins du génocide depuis 19 mois. Tout le monde le sait. Mais s'ils constatent un certain soutien populaire, surtout de la part de pays dont on n'attend normalement pas qu'ils soutiennent l'Iran, alors ça serait positif pour l'opinion publique ici. Parce que lorsque vous êtes sous pression, vous pouvez toujours compter sur la solidarité de ceux qui se soucient de vous. Et le principal objectif de ces attaques, comme je l'ai dit, c'est le changement de régime. Ils veulent que les Iraniens se lassent des difficultés de la guerre, descendent dans la rue et renversent le gouvernement. C'est ce qu'ils souhaitent. Mais si des citoyens ordinaires du monde entier peuvent apporter un soutien moral aux Iraniens, ils n'ont pas besoin d'envoyer de l'argent, des biens ou quoi que ce soit, mais ils peuvent s'exprimer contre cette attaque non provoquée.
et cela sera bénéfique pour l'Iran. Redawade figures ces Iraniens résistent et répression. Nous allons nous arrêter là, professeur Izadi. Merci beaucoup pour votre temps, et je ne peux que vous souhaiter, comme vous l'avez dit, toute ma solidarité. Restez fort. Merci de m'avoir invité. D'accord. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.